Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la situation financière de la France. La Cour des comptes a rendu public son rapport ce matin sur le budget de l'État en 2017. Les sages nous disent en gros deux choses. 1. Le déficit est toujours aussi énorme, même s'il baisse un peu. 2. Les dépenses de l'État sont reparties à la hausse. Un message directement adressé à l'ancien ministre des Finances socialiste, Michel Sapin. Les magistrats confirment le diagnostic accablant de juin dernier et le fameux budget insincère. Seule note positive, la croissance et les mesures de compensation prises par Emmanuel Macron. Faut-il comprendre que les Français payent aujourd'hui pour la mauvaise gestion socialiste? Nos invités nous éclaireront dans un instant. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Jean Birnbaum à Jean-Marie Roire. Nous reviendrons sur la disparition de l'un des auteurs américains préférés des Français, Philippe Roth. Immense succès, mais jamais de Nobel. Ils nous diront peut-être pourquoi. Et puis nous reviendrons sur ces concours d'éloquence qui se multiplient en France pour aider les jeunes à prendre confiance en eux. À l'heure où les épreuves orales semblent prendre de l'importance dans le cursus scolaire, ils nous diront en quoi ce savoir peut changer des vies. L'entretien du jour, nous recevons le professeur de droit constitutionnel Dominique Rousseau. 30% de parlementaires en moins, 15% de proportionnels aux législatives et 3 mandats consécutifs maximum. Les points les plus emblématiques de la réforme des institutions ont été présentés en Conseil des ministres ce matin. Va-t-on vers un changement fondamental du rôle du Parlement? Nous en discuterons avec notre invité. Mais d'abord, cette nouvelle charge du rapport de la Cour des comptes contre le gouvernement précédent. Le message est assez clair. François Hollande a desserré les cordons de la bourse sans se préoccuper de l'équilibre des finances. Et la nouvelle majorité aurait tenté d'endiguer ces dérapages. Une bonne nouvelle toutefois, Paris quitte enfin le club des mauvais élèves de l'Union européenne. On va voir cela avec nos invités juste après ce sujet de Cécile Sixou. La Cour des comptes est désormais formelle. En 2017, le dernier budget voté sous François Hollande était insincère, puisque l'État a dépassé de 6,4 milliards d'euros les dépenses initialement prévues. Qu'il y a confirmation des écarts, des dérapages, des éléments d'insincérité que nous avions pu constater à l'occasion de l'audit que nous avons présenté en juin dernier. Donc tout ce qui avait pu être dit à l'époque par la Cour s'est malheureusement vérifié. Des excès, mais la catastrophe a été évitée, notamment grâce aux efforts du gouvernement Macron pour éviter les dérapages, mais surtout grâce à la croissance plus importante que prévu. Le budget pour 2017 a été construit à partir d'une hypothèse de croissance d'1,5%. La croissance, en réalité, a été de 2,2%. Donc, obligatoirement, vous avez des recettes qui sont plus importantes parce que l'activité elle-même a été plus forte, plus importante. Conséquence, le déficit de l'État n'a pas explosé. Au contraire, il s'est légèrement réduit de 69 milliards d'euros en 2016 et il est passé à 67,7 milliards d'euros en 2017. Il reste donc en dessous des 3%, toujours trop pour réduire la dette, mais suffisant pour ne plus être un mauvais élève européen en matière de finances publiques. Bruxelles propose aujourd'hui de sortir la France de la procédure pour déficit excessif. Avec nous pour aller plus loin ce soir, Charlotte Girard, bonsoir, porte-parole de la France Insoumise. Julien Bargeton, bonsoir, sénateur de La République En Marche de Paris. Stéphanie Villers, chef économiste d'Humanis, bonsoir à vous également. Et Christophe Rameau, économiste, membre des économistes atterrés, maître de conférence à la Sorbonne. Merci à tous les quatre d'être ici. Insincérité, dépenses hors de contrôle, mauvaise gestion de Michel Sapin et de Christian Eckert. Julien Bargeton, ce rapport, on a l'impression que c'est un peu haro sur la gestion de François Hollande. Vous confirmez, vous dites vous aussi haro sur cette gestion ? Le sujet qui est posé par ce rapport, c'est la part des dépenses publiques, de la dette et des impôts en France. Il ne faut pas l'aborder d'un point de vue polémique, me semble-t-il. Nous avons en France une situation qui est celle d'un modèle social que nous revendiquons, mais qui se traduit par à la fois une dette élevée, des impôts élevés et un déficit qui est excessif. Pour la première fois, là, depuis 10 ans, la France va enfin sortir de la procédure pour déficit excessif et je m'en réjouis. Ce que veut dire ce rapport, c'est que, tout simplement, en France, en gros, nous avons la moitié de la richesse qui est créée chaque année qui est redistribuée. À peu près 45% d'impôts, de cotisations sociales et puis plus de 50% de dépenses publiques. Donc globalement, la richesse en France, la moitié est prélevée et redistribuée. Quel est le modèle qui est le plus efficace, qui permet à la fois d'avoir de la croissance et en même temps de respecter la solidarité? Nous avons un système, par exemple, qui
est assez inégalitaire à l'origine, mais ensuite on corrige par des dépenses sociales importantes, et donc les inégalités sont plutôt créées à la base et ensuite corrigées par le système social. Quel est notre modèle? C'est ça l'objet, c'est ça la question. Oui, et moi, ce que je pense... Ma première question portait sur l'héritage de François Hollande. Est-ce que vous le critiquez, cet héritage? Est-ce que vous aussi vous dites, effectivement, ils nous ont laissé quand même des comptes difficiles? Ça vous est difficile de le dire? Non, la mandature de François Hollande a été marquée par 2 temps. Il y a eu un temps où on a beaucoup augmenté les impôts, ça a été critiqué sous la forme de ras-le-bol fiscal. Bon. Et ça, d'ailleurs, ça succédait à une période où François Fillon, avec Nicolas Sarkozy, avait beaucoup augmenté les impôts. En gros, entre 2010 et 2012, à peu près 30 milliards, et entre 2012 et 2014, 30 milliards, 60 milliards de hausse d'impôts. Ensuite, la deuxième partie du quinquennat de François Hollande a été marquée par des politiques plutôt tournées vers les entreprises, qui a été parfois critiqué, le CICE, le pacte de responsabilité, la baisse de l'impôt sur les sociétés. Moi, j'ai plutôt soutenu cette action. Donc, je pense qu'elle est aussi importante. Je ne vais pas dire dans la croissance ce qui est la part de François Hollande ou du choc de confiance créé par Emmanuel Macron. Je pense que les premières mesures prises par Emmanuel Macron, son arrivée au pouvoir en tant que telle, a plutôt suscité de la confiance et qui donc participe au retour de la croissance. Et on voit bien que ce qu'il faut faire, c'est aussi maîtriser la dépense. J'en terminerai par là. Pourquoi? Le deuxième poste du budget de l'État, c'est le remboursement de la dette. 42 milliards par an, à peu près. Le deuxième poste? Oui, le deuxième poste, c'est le remboursement des intérêts de la dette. Je ne comprends pas. Donc, le deuxième poste de dépense du budget de l'État. Et donc, on le rembourse notamment à des ressortissants étrangers, à des banques, à des personnes qui sont détenteurs de fonds, et ça pèse sur les marges budgétaires de la France. Donc, réduire l'endettement, c'est ce qui permet de réduire le remboursement de la dette, et donc aussi d'avoir plus de marge de manœuvre budgétaire. On va poursuivre ce tour de table. Stéphanie Villers, on sent quand même que la charge est assez violente, celle de ce rapport de la Cour des comptes. Est-ce que c'est justifié? Il faut écouter la conclusion de spécialistes, de techniciens qui ont épluché les comptes et qui nous disent de manière... ils sont censés être neutres. Ils nous avaient déjà alertés en disant qu'il y avait quand même une certaine forme d'insincérité dans la présentation des comptes. Et là, ils confirment qu'effectivement, 1 an après, lorsque les comptes sont déposés, il y a eu un problème entre le projet de départ et au final les dépenses qui ont été effectuées. Il y a eu effectivement une augmentation des dépenses de plus de 4% en tout ministère confondu, tous les ministères ont augmenté de 4%, et ça, c'était pas prévu. Donc, effectivement, ça a pesé sur les comptes publics, mais Dieu merci, il y a eu cette croissance qui a permis, en fait, d'atténuer, de gommer, en fait, ces dérapages budgétaires, et ce qui a fait que, on arrive, bon an, mal an, en dessous des 3%. Il y a un décret d'avance qui a été d'ailleurs critiqué. Il y a quand même eu des mesures budgétaires prises à l'été 2017. Donc, ce qu'on entend, ce qu'on comprend de ce rapport, c'est mauvais point pour François Hollande et encouragement pour Emmanuel Macron. Bravo pour les débuts. C'est ce que vous comprenez, Christophe Ramon? Non, mais d'abord, pour resituer, le rapport ne porte, si je puis me permettre, que sur le budget de l'État et pas sur la dépense publique en général. Le budget de l'État, ce n'est que 30% de la dépense publique. Très bien. Et alors, l'intérêt du rapport, c'est quoi? C'est qu'en fait, il nous montre qu'effectivement, la dépense de l'État a plus augmenté que précédemment et qu'il y a eu plus de croissance. Mais alors, la question qu'il faut se poser, c'est le point de vue libéral, qui consiste à dire que quand on a trop de dépenses publiques, ça étouffe l'activité, c'est pas bon pour la croissance. Mais là, ça s'est pas fait du tout comme ça. C'est exactement l'inverse. Et le problème de ce rapport, c'est que la Cour des comptes, je ne parle pas des rapports de la Cour des comptes sur des institutions qui sont très intéressantes, ça. Je parle des rapports que la Cour des comptes fait maintenant depuis plusieurs années sur les finances publiques en général, notamment là, ici, cette fois-ci, sur le budget de l'État. Le problème, c'est que la Cour des comptes, c'est Diafoirus maintenant. C'est Diafoirus, c'est-à-dire que la Cour des comptes, si vous voulez, elle ne comprend pas des règles élémentaires de macroéconomie. Dans la dépense publique au sens global, plus de la moitié de la dépense publique, ça ne fait pas vivre des fonctionnaires. Ce sont des prestations sociales qui sont données aux ménages. Qu'est-ce que font les ménages avec les 300 milliards notamment de retraites, qui ne sont pas comptabilisés dans le budget de l'État? Eh bien, ils les dépensent auprès de qui? Du privé. C'est pour ça que le chiffre, monsieur, agité sans cesse, selon lequel on prend 50% de la richesse créée pour le public, pas une critique, ça n'a pas. Non, mais c'est pas ça. C'est que ça n'a pas de sens, ce chiffre. Vous savez que quand on calcule la dépense privée, comme on calcule la dépense publique, on arrive à 200% du PIB. La dépense publique, c'est 1200 milliards. Ça représente bien 55% du PIB. Mais c'est pas une part du PIB. C'est très important de se mettre ça dans la tête. Alors je reprends pour être pédagogique. Vous avez 2 morceaux dans la dépense publique. Vous avez un premier morceau, ce sont les prestations sociales. Et ça soutient énormément quoi?
ça offre des débouchés au privé. C'est très utile pour le privé. Et le deuxième grand volet, et je ne sais pas d'où vous sortez votre chiffre selon lequel les 40 milliards, la dépense publique c'est 1200 milliards. Hein. Donc les 40 milliards d'intérêt de la dette, ça fait 2% du PIB. Je ne sais pas comment vous arrivez au chiffre selon lequel ça représente le deuxième poste. Mais non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je vous assure que ça n'a pas de sens. Si, c'est le deuxième poste du budget de l'État. C'est quel est le premier? L'éducation nationale. Et le deuxième, allez, vous croyez que l'armée, tout ça, c'est après. Non, mais c'est après. Le premier poste du budget de l'État, c'est l'éducation nationale. Le deuxième poste, c'est le remboursement de la dette. Et ensuite, c'est la défense. Passons sur le remboursement de la dette. Le remboursement de la dette, ça représente 2%. Et on n'a pas encore entendu Charlotte Girard. Alors, je termine sur... Donc, le deuxième grand volet de la dépense publique, ce sont les services publics. C'est-à-dire, c'est l'argent qui sert à payer notamment les fonctionnaires. D'accord? On est à 30% à peu près du budget. Et ça c'est aussi très utile. Hein. Et là, on voit la contradiction dans laquelle est ce gouvernement. Pourquoi? Si on prend le budget de l'État stricto sensu, il y a aussi les collectivités locales, mais ce n'est pas l'objet du rapport de la Cour des comptes. En fait, 90% des emplois qui relèvent des administrations centrales, donc notamment de l'État, c'est quoi? L'éducation. On ne peut pas réduire, on est déjà en dessous de la moyenne de l'OCDE sur la dépense par enseignant. C'est la sécurité, hein, les policiers. Vous n'allez pas réduire les postes de policiers. Non, c'est l'armée. 10 000 postes. C'est l'armée. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la justice, où on est aussi, on dépense 2 fois moins que l'Allemagne pour la justice. Comment on fait pour avoir une dépense publique aussi élevée alors, si on dépense moins que les autres? La dépense publique, madame, c'est pas les fonctionnaires en France. Vous savez, la part de l'emploi public, c'est 20%. Au Danemark, en Suède, ils sont à peu près à 30%. C'est pas les fonctionnaires. Ce sont les prestations sociales qui ne font pas vivre des fonctionnaires et qui reviennent aux ménages. Oui. Alors, ce gouvernement a peut-être des contradictions, mais juste, je signale que la Cour des comptes a écrit ceci. Il a été nécessaire de procéder à des économies via des redéploiements et des annulations massives de crédits. On sent que la Cour des comptes, si j'ai bien compris, justifie les coups de rabot enclenchés par le gouvernement depuis son arrivée. Comment ça vous fait réagir, Charlotte Girard? La Cour des comptes est conforme, c'est-à-dire qu'elle répète finalement ce qu'on appellerait peut-être les mantras finalement de l'Union européenne, les recettes néolibérales de l'Union, fixées comptablement, budgétairement, etc. Pourquoi ferait-elle ça, selon vous ? Mais parce qu'elle est parfaitement... elle n'a aucun intérêt, elle, enfin quand je dis elle, je dis M. Migaud ou autres, hein, je veux dire, sont des gens qui ont été acclimatés, hein, accoutumés à ce type de croyances, hein, qui sont des croyances économiques, qui sont des repères, on va dire, macroéconomiques, plutôt microéconomiques, et qui font que finalement on se retrouve avec des injonctions comptables qui sont imposées comme ça aux États. Bon, et alors, moi je demande qu'on prenne un peu de distance. Qu'est-ce qui s'est passé au Portugal, par exemple? Au Portugal, on a vu une espèce de remontada extraordinaire sur le plan économique, précisément en n'appliquant pas ces mantra économique et notamment budgétaire, avec des déficits excessifs pendant un certain nombre d'années, le temps de remonter la pente justement. Et donc maintenant on voit les bienfaits justement de la non-application des recettes de l'Union européenne, notamment en matière budgétaire. Donc moi je m'inquiète en réalité, hein, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on a essayé d'appliquer de manière très discipliné, ouais, voilà, très scolaire, effectivement, ce genre d'injonction, quoi. Des mantras économiques, ça vous parle, Stéphanie Villers? Non, mais en fait, après, on peut sortir un exemple qui confirme la règle et dire qu'effectivement, la dépense publique, c'est le nirvana, c'est ce qui va nous sortir et ça va nous permettre d'avoir la reprise. Or, la dépense publique, elle existe en France depuis des années. Cette répartition, cette redistribution existe depuis des années. Ça ne nous empêche pas de connaître des crises, même si effectivement ça atténue les crises. Donc il ne faut pas uniquement... Mais là, on est en situation de reprise par rapport aux autres pays européens. On a quand même fait beaucoup moins d'efforts que les autres pays, parce qu'on est l'avant-dernier pays à afficher un déficit public de plus de 3%. Mais d'en sortir cette année, mais on était 2 sur l'ensemble de la zone euro, 19 pays membres, à afficher un déficit supérieur à 3%. Donc on ne peut pas dire qu'on a fait un effort monstrueux et qu'on s'est serré la ceinture. Oui, mais vous connaissez les raisons pour lesquelles Christophe Rameau vient d'expliquer les raisons pour lesquelles la dépense publique était particulière en France, particulièrement importante. Et elle est notamment parce que les prestations sociales sont importantes. Mais parce qu'il y a un modèle social à financer. C'est pas ce qui assure la croissance économique derrière. Ça évite, effectivement, c'est un amortisseur de choc, ça c'est sûr, mais c'est pas là-dessus, on va pas... Mais bien sûr que si. Mais ça, c'est un dogme, c'est votre point de vue, ça je comprends. C'est dogme contre dogme. Voilà, non, mais moi je regarde juste les résultats. Il n'y a pas un seul
seul pays qui a fait exploser sa dépense publique. Peut-être on va voir par exemple ce que est en train de faire Trump avec son budget, mais là on va un peu plus loin. Il a 5% de déficit public, lui. Hein. Là, les États-Unis, vous vous rendez compte, 5% de Mais il a une monnaie souveraine. Il a une monnaie souveraine au niveau mondial. En baissant massivement ses impôts, il va avoir un déficit public et une dette publique colossale. On va voir comment ça se finance et quel impact ça va avoir sur l'économie. Alors, vous l'avez un peu dit, Stéphanie Villers, une autre information est venue se télescoper avec cette publication du rapport de la Cour des comptes. La France est donc enfin dans les clous de Bruxelles. Ça y est, après 10 ans sous très haute surveillance, Paris sort officiellement de la procédure européenne pour déficit excessif. En clair, on est donc passé sous la barre des 3%. Le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, s'en est félicité tout à l'heure. On l'écoute. C'est un moment important pour la France. C'est la fin de 9 longues années de procédure, une procédure qui est pénible, d'efforts budgétaires qui ne sont jamais faciles à imposer et à supporter, mais qui sont nécessaires. Et j'ajoute cette réaction de Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, sur Twitter. Les efforts entrepris par le gouvernement pour réduire le déficit et restaurer la crédibilité de la France auprès de ses partenaires européens ont porté leurs fruits, dit-il. Nous poursuivrons le rétablissement des finances publiques tout au long du quinquennat. Comment réagir à cette nouvelle, Christophe Rameau? On aurait tendance à se dire c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a une très mauvaise nouvelle, vous savez, dans l'Union européenne. C'est qu'il y a des pays qui sont en excédent budgétaire. L'Allemagne est en excédent budgétaire, alors. Pour les libéraux, c'est merveilleux, mais c'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe, pourquoi? Parce que dans la dépense publique, il y a des investissements publics. Et il y avait un économiste ultra-libéral du 19e siècle, qui s'appelait le roi Beaulieu, qui disait il ne faut pas aller trop loin dans la dépense publique. Hein. Ouais. Et donc, il faut limiter le déficit public à l'investissement public, c'est-à-dire 4% du PIB. Ben, c'est le b.a.-ba. Il n'y a pas de raison de financer dans l'année des routes, des écoles, des crèches qui vont servir pendant des décennies. C'est complètement stupide. On ne demande pas à une entreprise, c'est complètement stupide de financer dans l'année ces investissements. Ça n'a aucun sens. On en est loin. Et donc, pourquoi le gros problème? Keynes préconisait de pointer du doigt les pays excédentaires, ceux qui ne dépensent pas assez. Pourquoi? Ben, ça signifie que l'Allemagne, globalement, ne dépense pas assez, notamment en investissement. Résultat des courses. Résultat des courses. Oui, mais le problème, c'est qu'on prend tous la voie allemande. Résultat des courses. Laissez-moi finir. Le gouvernement français demande fréquemment de réduire son excédent budgétaire. Et donc, résultat des courses, comme elle ne dépense pas assez, elle tire sa croissance par les exportations. C'est-à-dire que son objectif, c'est de piquer des emplois et des activités aux autres. Vous avez bien compris que tout le monde ne peut pas être allemand. On ne va pas tous exporter sur Mars. Ici, il y a des pays excédentaires, il y en a d'autres qui sont déficitaires. Et donc, résultat des courses, la zone euro, prise comme un tout, a un excédent budgétaire de 3% de son PIB. Pire que la Chine, alors qu'on est une zone développée. Et donc, on a une activité insuffisante à cause de ces politiques d'austérité budgétaire et on se gargarise parce qu'on suit la voie allemande. Le monde est fini d'un point de vue écologique, mais pour autant il faut encore une croissance verte. Et donc le ministère de l'écologie, c'est là où on coupe beaucoup. Il y a encore de la dynamique, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas un équilibre au statu quo statique. Il faut aussi créer encore de la richesse. Mais je partage l'idée qu'il faille rééquilibrer les excédents allemands notamment, et y compris avec la comparaison du Portugal. Oui. Le Portugal n'est pas dans la situation de la France au départ en matière de taux de dépenses publiques ou de taux d'impôt. Il faut comparer ce qui est comparable. La France a le taux d'imposition et de cotisation sociale le plus élevé en Europe, l'un des plus élevés, avec 46%. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas financer notre modèle social. Mais nous devons continuer à diminuer progressivement les impôts. Et pour ça, il faut diminuer progressivement, à bon rythme, la dépense publique. Mais il ne faut pas le faire en rabot, parce qu'on fait le rabot, c'est quoi? Le rabot, c'est... bénéficient. C'est une bonne nouvelle aussi pour les Français. Dans quelle mesure, eux, profitent de ce qui semble être une bonne nouvelle? Mais les Français profitent de cette bonne nouvelle si nous continuons justement à réduire leurs impositions. Un entrepreneur, en gros, quand il crée de la richesse, il a à peu près 50%, soit en cotisation sociale, soit en impôt sur son entreprise, soit à prendre impôt sur le revenu. Avec un taux de 46%, globalement, la moitié de ce qui est créé est prélevé. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut passer à la solution radicale des États-Unis ou du Portugal, qui part de très très loin de ce point de vue-là et qui ne parle pas de la situation française. Donc, à partir de là, réduisons progressivement les impositions et donc, pour avoir un déficit acceptable et raisonnable, réduisons progressivement les dépenses publiques, mais sans faire de rabot, qui est une technique idiote. Moi, j'ai été adjoint aux finances d'Anne Hidalgo.
Voilà, de 2014 à 2007. Vous dites ça Donc, comme une révélation. Non, mais je sais que c'est difficile de faire des économies dans les collectivités locales. Vous savez, en France, tout le monde dit il faut faire des économies. En général, il y a trop de dépenses. Puis après, quand vous regardez au cas particulier, on dit ah ben non, on peut pas toucher à ça. Ah ben non, faut pas toucher à ça. Et donc, c'est un exercice qui est redoutable parce qu'il y a un peu un écart entre le discours général et puis la réalité concrète. Donc, ça veut dire qu'il faut pas chercher des totems. Il faut pas ni chercher des scalps. On va pas dire il faut faire des économies sur le social ou sur la culture. Alors, où ça, en revanche, ça en revanche, la transformation des politiques publiques progressivement concrètement. permet, en regardant les priorités, le fonctionnement de l'État, les redondances entre services de l'État et les services. Et des concrètement pour l'État, locales. où est-ce que vous supprimez les emplois? Non mais Parce que l'objectif de Macron, c'est de supprimer 50 000 emplois pour l'État. 120 000 Non, pour l'État. 50 000, 60 000 pour les collectivités locales. Combien? Alors, pour l'État, il y a eu en 2018 1600 suppressions de postes nets, ce qui est très peu. Mais dans le ministère des Finances, qui a déjà fait beaucoup d'efforts, je pense qu'on peut encore continuer à faire des efforts. Et la lutte contre sur le ministère. Mais comment on fait? Mais il y a des moyens, il y a d'autres moyens. On peut mettre, par exemple, davantage de personnes sur le contrôle que sur le prélèvement de l'assiette. Vous savez très bien que les moyens technologiques aujourd'hui permettent de réorienter un certain nombre de fonctionnaires. Vous êtes d'accord qu'il y a des sources de financement de l'État ailleurs, précisément. Alors vous avez peut-être raison de dire que la pression fiscale serait trop importante, etc. Mais ça dépend sur qui. Parce qu'il y en a certains qui ont été largement exonérés récemment. C'est-à-dire que là, on a trouvé les moyens de financer ça. Et donc cette dépense-là, c'est aussi finalement une dépense publique. Créer la richesse. C'est une différence que nous avons. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de répartir, je vous disais tout à l'heure, la dynamique, ailleurs, pour créer la richesse, il faut de l'attractivité, il faut de la confiance et les mesures fiscales ont participé à la confiance. Je sais que vous contestez et c'est un débat politique. Idéologique, mais moi je pense c'est un pari. que... Non, c'est pas un pari. C'est un pari que vous faites. C'est le pari de la dynamique et de la confiance. C'est-à-dire moi j'aimerais connaître l'intérêt pour le français. Vous savez, moi je suis d'accord avec Keynes. Keynes disait, aussi, parfois il y a les esprits un peu animaux en matière économique. Et c'est vrai que c'est comme ça la confiance. C'est aussi de la psychologie. Et donc là, on a créé un choc de confiance. Il faut le maintenir. La France sous les 3%, je ne sais pas si vous voyez le totem derrière nos invités, mais à quel prix pour les Français, Christophe Ramon? Non mais pour rebondir un tout petit peu sur Keynes disait que pour défendre l'esprit d'entreprise, il fallait surtout s'attaquer à la logique de la finance. Voilà, prédation de la finance. Des entreprises par la finance. C'est pas exactement, à mon avis, ce que fait le gouvernement avec les cadeaux fiscaux qui ont été faits, qui sont assez coûteux. Mais je reviens sur la question de la dépense publique. Il faut savoir que la France, pour tout ce qui est service public, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires, la part de l'emploi public, en fait, on n'est pas très élevé par rapport à d'autres pays. Le Royaume-Uni, en termes de part de l'emploi public, dans l'emploi total, est au-dessus de nous. Oui, mais c'est le système de santé. Mais oui, mais c'est le système de santé. Alors, vous avez un système de santé, soit c'est l'assurance maladie qui est subventionnée, soit c'est des médecins recrutés. Justement, au Royaume-Uni, ça coûte moins cher d'ailleurs. Donc, on revient. En fait, le gros poste en France, c'est les prestations sociales. C'est vrai que vous pouvez baisser les retraites, c'est le gros poste. Mais si vous baissez les retraites, il faut bien faire vivre les retraités. Ça, c'est l'austérité. C'est beau bien faire vivre les retraités. Mais non, mais il faut bien faire vivre les retraités. Et donc, il y a des pays, effectivement, la plupart des pays au monde, c'est l'une des raisons pour laquelle la dépense publique est plus élevée en France. C'est qu'en France, les retraites complémentaires, on est un des seuls pays au monde où c'est comptabilisé dans la dépense publique. Parce que c'est obligatoire. La retraite complémentaire, en fait, ça existe dans quasiment tous les pays du monde. Les salariés allemands bénéficient d'une retraite complémentaire. Mais comme elle est privée et en partie en capitalisation, on ne la comptabilise pas dans les dépenses publiques. Les entreprises, à la fin de chaque mois, elles payent moins de cotisations sociales au titre de la retraite publique. Mais enfin, elles payent plus de cotisations privées pour les retraites complémentaires. Non, mais il y a des différences de concept. Mais pour les artisans, les commerçants, les entreprises, il y a des différences réelles entre les pays. Vous m'accorderez que la question qui se pose... Ils sont excédentaires, ils n'ont pas de problème. Oui, mais raison pas sur le poids du budget de l'État. Raison de plus, mais ça fait partie de la dépense publique, madame. Donc la question qui se pose, vous êtes soucieux d'efficacité. C'est qui est-ce qui est le plus efficace? Et ce que nous montrent les comparaisons internationales, c'est que quand c'est socialisé, la santé, c'est plus efficace que quand c'est privé. Mais c'est l'exemple. Alors on va la poser cette comparaison internationale. Donc je vous dis, et il faut le maintenir ce modèle. Je vous dis ce qui tire la croissance. Je termine là-dessus. Ce qui a tiré la croissance en 2017. La bonne nouvelle de 2017. Bonne nouvelle. Enfin, il n'y a pas de quoi ça le champagne. 272 000 emplois en 2017 et en 2018. 270 000 emplois en 2018. C'est une bonne nouvelle. Mais enfin, on ne peut pas s'en contenter de cette politique au fil de l'eau. Ça serait bien d'aller au-delà. Vous voyez ce que je veux dire? On a près de 6 millions de personnes. Vous disiez que vous terminiez. Allez. Donc je termine. Je pense qu'il faut 50%, la moitié du revenu des ménages, est constitué de dépenses publiques. Vous avez bien entendu ce chiffre? La moitié. C'est-à-dire quand on met les prestations sociales, la consommation de services publics, on a la moitié. Et donc il faut cesser. Il faut cesser d'opposer privé, public. Non, une bonne partie, il faut accepter
que nous vivons dans des économies mixtes. Et donc, il y a une bonne partie de la dépense privée. Là, il y a un travail de pédagogie. Ça, c'est l'œuvre des gouvernants. Une Le travail de pédagogie auprès des citoyens, c'est de bien faire comprendre mais ce modèle mixte une bonne partie de l'activité des peut entrepreneurs être préservé en étant plus efficace. De l'activité des mais bien sûr, tout comme dans le privé. Une dernière question se pose dans ce débat. Je vais poursuivre. De la poursuivre. dépense publique. C'est la réduction Voilà, de cette dette publique, cette réduction de la dette publique. Est-ce que c'est si impératif qu'on nous le dit? C'est Romaric Gaudin, journaliste à Mediapart, qui a posé cette question après les propos du président d'Euronext dans Les Échos en janvier dernier. Stéphane Boujna avait déclaré ceci: la dette française est une bombe à retardement. Le journaliste a alors mené sa petite étude et il nous dit: le Japon affiche en 2017 un niveau d'endettement public de 250,4% de son PIB et n'inquiète personne. Alors que l'Irlande et l'Espagne avaient des ratios très faibles en 2007, ce qui ne les a pas empêchés de connaître 3 ans plus tard une vive crise de la dette publique. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela, Stéphanie Villers? Non, en fait, c'est qui détient la dette publique. En fait, les Japonais détiennent leur propre dette. Donc, ils s'autofinancent, si vous voulez. Donc, ils ne dépendent pas des aléas des marchés financiers qui, effectivement, des investisseurs internationaux qui pourraient prendre peur sur le Japon. Et ils auraient raison, parce que quand même, ça fait quand même une dizaine d'années qu'ils on nationalise la dette publique. On va peut-être laisser terminer Stéphanie Villers. Non, mais est-ce qu'on en a les moyens? Après, est-ce que nous, on a ouvert en fait notre dette à 60%, elle est détenue par des investisseurs internationaux, et on est obligé d'en tenir compte. C'est-à-dire que d'où ces critères à respecter de niveau de dette, je pose ces questions-là pour les Français, parce qu'ils se les posent. Les investisseurs se disent, étrangers, s'il n'y a pas cette bonne gestion budgétaire qui a été signée, accordée par l'ensemble des pays membres, s'il y en a un qui effectivement sort de ce système-là, eh bien ils auront tendance à prendre leur argent et aller l'investir ailleurs. Et ça fait des taux d'intérêt beaucoup plus élevés et ça pèse sur la charge de la dette. Donc c'est toute une mécanique. En fait, on est obligé pour se faire financer, parce qu'on a justement une dette publique à financer, pour financer des prestations sociales, parce qu'on a des recettes qui restent toujours inférieures, parce qu'un déficit public, ça veut dire que les recettes sont inférieures aux 25%. dépenses. Donc si les recettes sont inférieures aux dépenses, quand vous avez votre compte bancaire est déficitaire, vous êtes obligé d'aller emprunter. Là, c'est la même chose. On emprunte auprès des marchés financiers et les marchés financiers, nous, pour l'instant, ça remonte. Mais ça remonte et on le sait. Vous parlez des taux. Quelque part, c'est comme si vous attendiez que ça remonte pour avoir raison. Mais non. Moi, je suis très content que les politiques monétaires ont été très expansionnistes. N'importe quoi. La bonne gestion budgétaire, comme mais faut en profiter. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous raisonniez à propos d'un État exactement à propos d'un ménage. C'est quand même pas la même chose. C'est-à-dire que la dette publique, précisément, c'est de l'investissement, mais c'est de l'investissement pour des gens. C'est pas, je veux dire, c'est pas c'est quand on demande à des étrangers de nous financer cette dette. Donc ça veut dire qu'on est plus souverain. Donc ça veut dire que notre souveraineté économique est complètement entravée par. Quand ça finance de l'investissement, c'est normal qu'on ait de l'emprunt. C'est ce que font les collectivités locales, puisque ça répartit le financement d'un investissement sur plusieurs générations. Ouais, oui. Construisez une piscine, vous la financez sur 30 ans. Mais c'est pas ce que fait l'État. L'État, il finance son fonctionnement quotidien avec de l'endettement. Donc il finance aussi des salaires et c'est là le sujet. Non, mais il finance les collectivités locales. Il finance aussi les collectivités locales. Donc par ricochet, c'est de l'investissement sur des dizaines d'années. Malheureusement, la part de l'investissement n'est pas suffisante par rapport à la part de fonctionnement. Et ils s'endettent pour ça. Et ça, c'est quand même choquant de s'endetter, d'endetter les générations futures pour du fonctionnement aujourd'hui. Ce n'est pas ce que font les collectivités locales, ça leur est interdit. Mais pour la dette publique, parce qu'il faut arrêter de se focaliser sur la dette publique, ça représente 2% du PIB, on était à 1% durant les 30 glorieuses. Aujourd'hui, je parle des intérêts. Je parle des intérêts de la dette. Vous savez, on ne rembourse pas la dette chaque année. Ce qu'on rembourse, c'est les intérêts, donc ça représente 2%. Donc le poids réel de la dette publique, c'est au maximum 2%. C'était 1% durant les 30 glorieuses. Alors elle est trop élevée. Non, mais oui, on peut la faire courir. Vous savez, tous les États au monde, vous savez ce qu'ils font pour payer la dette? Ils empruntent, c'est le b.a.-ba, on emprunte pour rembourser. C'est pas du tout gênant. Non, mais là, attendez, je termine. Pour la Grèce, on l'a refusé ce système-là. On leur a demandé de rembourser pour emprunter. Parce que les investisseurs ne voulaient plus. Je termine. Comment réduire la dette publique? Parce que c'est bien de la réduire. C'est bien de la réduire, c'est à cause du néolibéralisme. Vous savez, la dette publique, au début des années 80, elle était à 25% dans tous les pays du monde. Donc c'est à cause du néolibéralisme que les dettes publiques et privées ont explosé. D'accord? On fait de l'austérité, donc on fait des dettes pour malgré tout tirer la croissance. Comment réduire les dettes publiques? C'est tout bête. Il faut qu'il y ait de la croissance. Il y a 2 moyens pour réduire Il n'y a que 2 moyens. On le sait dans l'histoire. C'est de la croissance, de l'activité et de l'inflation. Donc pas réduire les dépenses. Et ça suppose
surtout pas de faire de l'austérité. Parce que le seul moyen d'avoir de la croissance, c'est d'avoir des débouchés. Si vous faites de l'austérité salariale et budgétaire, vous comprimez l'activité et vous n'avez pas d'inflation. L'inflation, elle est payée par les ménages. L'inflation, elle est payée par les ménages. On disait ce que ça rapporte aux Français. Excusez-moi, l'augmentation des prix, ça, on sait que ça pèse tout de suite sur leur budget. Donc je pense pas que... Vous admettez quand même que ça serait bien qu'il y ait un petit surcroît d'inflation. Ça se décrète pas, l'inflation. Même la BCE aujourd'hui dit ça. Même la BCE le dit. Puisqu'il y a eu des politiques, et heureusement, il y a eu des politiques. Mario Draghi a mené une politique très expansionniste qui a permis de rétablir. Et heureusement que ça a été accompagné par la Banque Centrale Européenne. Et maintenant, on accompagne. Franchement, pour les Français, voir les cotisations sociales baisser pour les travailleurs, c'est du pouvoir d'achat en plus. Oui, mais si c'est ça qu'il faut faire. Et en même temps, il faut un peu maîtriser les dépenses. Si c'est moins de prestations sociales, mais non, moins de retraite, on peut transformer. Et on ne vous mettra évidemment pas d'accord ce soir, vous l'aurez compris. Merci en tout cas d'avoir participé à ce grand débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer calmement Jean Birnbaum à Jean-Marie Roy. Nous reviendrons sur la mort du géant de la littérature américaine, Philippe Roth. Mais nous allons d'abord nous interroger sur l'intérêt de plus en plus grand pour l'oralité. Vous savez par exemple que le grand oral comptera pour 10% de la note du bac. Ce n'est pas rien pour les élèves, il faut donc les préparer. C'est tout l'intérêt des concours d'éloquence organisés en France. C'est ce qu'a fait le conseil départemental de Nancy. 300 élèves de 7 collèges issus de quartiers dits difficiles ont planché pendant 1 an sur 4 épreuves orales. L'objectif, se redonner confiance. Et c'est un beau reportage d'Héloïse Grégoire. Vous n'avez rien fait, rien fait. Tant que dans cette œuvre de destruction et de ténèbres qui se continue souterrainement, l'homme méchant a pour collaborateur fatal l'homme malheureux. Se frotter à Victor Hugo, maître de la rhétorique, ces 300 élèves de 4e n'ont pas froid aux yeux. Pendant près d'1 an, ils ont planché sur le thème de la liberté pour s'affronter lors d'un concours d'éloquence. Pas facile car ils doivent plaire et convaincre leurs camarades, mais aussi ce jury. À voix haute, la prestance et la confiance en soi font la différence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je m'appelle Anaïs et je suis ici pour aborder un sujet crucial, le port de l'uniforme à l'école et au collège. Je suis évidemment, comme toute personne de réflexion, pour. Ces élèves issus du réseau d'éducation prioritaire n'ont pas l'habitude d'être sous le feu des projecteurs. Certains sont intimidés, d'autres sont conscients de la nécessité de savoir maîtriser l'oral. Quand on passe le bac, on a une partie à l'oral, pareil pour le brevet. Et puis dans nos boulots plus tard, on devra s'exprimer devant des gens. Dans la nouvelle réforme du baccalauréat voulue par le gouvernement en 2021, les étudiants devront passer un grand oral. Et actuellement, dans le système scolaire, l'enseignement de la rhétorique reste à la marge. Depuis les derniers programmes, on met beaucoup plus l'accent sur l'apprentissage de l'oral. Maintenant, l'oral, c'est toujours difficile à faire dans une classe de 25 ou 30 élèves. L'art oratoire n'est pas réservé à une certaine élite. Et peut-être que nous avions cette idée qu'il n'y avait que ceux qui franchissaient la porte de certaines grandes écoles qui étaient ensuite autorisés à exceller dans l'art d'exprimer leurs idées. Les grands orateurs font partie des idoles de notre époque. L'art de convaincre, la force de la parole est une arme imparable dans notre vie quotidienne. Mais sommes-nous vraiment tous égaux dans sa maîtrise ? Avec nous pour ce match des idées ce soir, Jean Birnbaum, directeur du Monde des Livres et auteur de ce livre, justement, Un silence religieux, la gauche face au djihadisme. Jean-Marie Roy, bonsoir, journaliste, écrivain, membre de l'Académie française et auteur de ce livre, La vérité sur la comtesse Berdaïev. Merci à tous les deux. Messieurs, que pensez-vous de ces concours d'éloquence qui sont mis en place un peu partout dans le pays, et notamment, on l'a vu, dans la région de Nancy, la confiance en soi, en son avenir, ça passe par l'oralité, l'expression orale, Jean-Marie Roy? Écoutez, il me semble que c'est très bien, en effet, qu'on puisse s'exprimer, qu'on apprenne à s'exprimer. Mais il faudrait qu'il y ait un fond. Parce que s'il n'y a pas le fond, vous voyez, il faut un bagage. Jean Birnbaum, qui s'exprime très très bien, mais il a quand même un petit bagage, un grand bagage. Non, je crois que c'est important. Pas trop de rhétorique. C'est important, voilà, de ne pas croire que, si vous voulez, on va s'en tirer par des mots. C'est un peu, hélas, par exemple dans la classe politique, notamment chez les avocats, il y a beaucoup de gens, chez les écrivains, chez les intellectuels. Quelquefois, ils s'en tirent par des mots, mais qui ne sont pas, si vous voulez, fondés sur des vérités. Moi, je crois que, et ces vérités, c'est quand même par la connaissance, par la science de ce qu'on est, par la littérature, par l'histoire. Il faut savoir un peu de quoi on parle. Si c'est vraiment, il faut attention que ce ne soit pas seulement du bavardage, que ce ne soit pas une rhétorique. Ou de la com. Une rhétorique, voilà, une rhétorique. Et puis,
on parle des quartiers défavorisés, je crois que c'est vrai pour tout le monde. Parce que vous savez, vous voyez des élèves extrêmement timides dans les lycées du 16e ou les institutions du 7e arrondissement. Oui, mais en l'occurrence, peut-être que les jeunes des quartiers défavorisés ont un tout petit peu plus de mal à s'en sortir ensuite. Donc si au moins ils ont l'art oratoire... Non, mais alors c'est une autre question. C'est pas la question psychologique. C'est pas la question psychologique. C'est que là, les Français, par rapport aux Anglais, les Anglais ont pris l'habitude très jeune de s'exprimer, de faire des discours. Et d'ailleurs, ils sont bien meilleurs que les Français. Ouais. Les Français sont un peu balourds par rapport aux Anglais. Et même les adultes. Mais c'est ce qu'on se disait en préparant cette émission, c'est que c'est un peu un mal français aussi de ne pas savoir s'exprimer à l'oral. C'est vrai que à mon avis, les Anglais ont une tradition d'expression orale. Jean Birnbaum. Mais moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ce qu'a dit Jean-Marie Aurore. Enfin, c'est vrai que si c'est pour qu'il n'y ait pas de fond ou qu'il n'y ait rien, ça n'a aucun intérêt. Mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est que souvent, vous savez, Roland Barthes, qui est ce grand intellectuel qui avait écrit les fragments d'un discours amoureux, les mythologies, où il s'intéressait à l'abbé Pierre, à Autour de France, etc., lui-même, il a beaucoup pensé à haute voix. Beaucoup de ses livres, notamment les fragments des discours amoureux, étaient des livres pensés d'abord en séminaire à haute voix. Et il avait une formule que je trouvais très très belle. Il disait « Mon corps a d'autres idées que moi ». C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, ce qui émerge, c'est votre corps impose d'autres idées. Et là, on est dans le fond, d'autres idées que ce que consciemment vous pensiez écrire. Vous le savez très bien en tant qu'écrivain, que souvent en marchant ou etc., vous notez des choses différentes de ce qui se passe à l'écrit purement et simplement. Et moi, je pense que chez les jeunes, y compris, alors il y a évidemment tout le problème social, que certains jeunes n'auraient pas la même maîtrise. Il y a la question de l'habitus, comme disaient les sociologues, de la façon dont votre milieu social, votre capital culturel ou symbolique a une emprise sur votre corps et donc qui vous empêche ou pas de vous exprimer de telle ou telle manière. Mais moi, ce que je remarque, c'est souvent un front renversé, en fait. Moi, on a au Monde, on a un forum qui s'appelle le Forum Philo Le Monde Le Mans. Chaque année, je fais des visites dans les lycées et je vois que parfois, les lycéens les plus dotés en capital symbolique, culturel ou socialement, etc., ne sont pas toujours ceux qui s'expriment le mieux par rapport à des lycéens d'une banlieue ouvrière, etc., qui parfois s'expriment très bien. Et moi, quand j'étais jeune, disons, j'écoutais beaucoup cette émission qui existe encore, Dieu soit loué, qui s'appelle Planète Rap, que Jean-Marie Aurore aime beaucoup aussi. Et à l'époque, il y avait déjà ces freestyles, ces jeunes gens qui appelaient, mais c'était pas comme aujourd'hui avec les portables. D'improvisation, de rap. Et ils marchaient parfois des kilomètres dans leur cambrousse ou ailleurs, enfin dans des zones périrurales ils allaient trouver une cabine téléphonique et ils venaient et ils improvisaient littéralement. C'était pas un texte qu'ils avaient écrit à l'avance, justement. Ils improvisaient un freestyle, donc un texte, une poésie, etc. Verbalisation. Et donc, il y avait une pensée qui s'exprimait à haute voix. Et d'ailleurs, Grand Corps Malade, j'étais arrivé avec ce Grand Corps Malade à cette chanson où il dit « Depuis, j'ai de l'encre plein la bouche ». Depuis, j'écris à l'oral. Je pense que apprendre à des jeunes, alors après il y a 1000 enjeux sociaux, etc. qu'il faut gérer, mais apprendre à écrire à l'oral, c'est-à-dire à déployer sa pensée telle que son corps vous l'impose au moment où vous vous déployez physiquement en public, c'est quelque chose de fondamental. Non, alors là, écoutez, franchement, je ne peux pas être d'accord avec vous quand vous dites que le corps pense. Moi, je crois qu'il y a un autre phénomène. Vous n'y croyez pas ? Attendez. Je vais vous dire, je crois que les philosophes qui à l'oral, comme Derrida, ou comme, c'est qu'il y a un fond qui est extrêmement riche. Moi, je vais vous citer la phrase de Paul Valéry. Paul Valéry disait « Un écrivain véritable ne trouve pas ses mots, alors il les cherche et il trouve mieux ». Mais ça, c'est la question de l'inconscient. Il y a dans l'inconscient, en effet, une richesse extraordinaire qui peut s'exprimer, en effet, que ce soit par la parole ou par l'écrit, auquel on ne pensait pas. Mais disons, c'est pas le corps. Le corps, vous savez, le corps, l'homme de Cro-Magnon, eh bien, devait, et avec son corps, il n'arrivait pas à une verbalisation extraordinaire. C'est parce que c'est la culture qui a amené, finalement, ce fond qui nous permet de verbaliser et de nous exprimer. Alors, il y en a un qui est plutôt bon orateur, plutôt éloquent, personne ne dira le contraire, c'est Emmanuel Macron. Attention pourtant aux mots employés. Hier, lors de son discours d'annonce de mesures sur les banlieues, le chef de l'État a utilisé des termes qui ont suscité une levée de boucliers. Je vous propose d'écouter ces mots et on va en discuter juste après. Je ne vais pas vous faire un plan parce que, puis quelque part, ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan, je l'ai découvert ». C'est pas vrai, ça ne marche plus comme ça. Deux mâles blancs, les mots ont évidemment beaucoup choqué. Parmi les réactions, celle de Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Ces propos sont extrêmement choquants dans la bouche d'un président de la République. Au lieu de réunir les Français et de gommer leurs différences, Emmanuel Macron fait de ces différences la pierre angulaire de son raisonnement. De ses propos ressort la vision communautariste de la société du président. Qu'en pensez-vous, Jean Birnbaum ?
Je pense que ce que vous venez de citer, je trouve ça assez juste. Ridicule. Non, ridicule. Je trouve ça assez ridicule. Deux mâles blancs. Moi, ça me choque, mais pas du tout, ce discours d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Ce qui est terrible, c'est qu'on est toujours obligé de passer d'un extrême à l'autre. Évidemment, aujourd'hui, il y a certains groupes qui se disent antiracistes et qui parfois basculent dans une forme de racisme en utilisant ces termes-là. Mais en fait, globalement, dire deux mâles blancs ne doivent pas s'échanger des rapports, c'est une banalité, c'est une évidence. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez ce groupe, si vous passez sur la question sexuelle, vous avez ce groupe de femmes qui s'appelle La Barbe, vous savez, qui débarquent régulièrement, à juste titre, dans des réunions où il y a 12 hommes en train de parler parfois même de féminisme, à un débat. Toutes ces tribunes, il n'y a que des hommes et elles débarquent en disant où sont les femmes. Bon, ça étonnera personne qu'on se dise quand même c'est un peu bizarre que 12 hommes à une tribune s'interrogent sur le destin des femmes à cette tribune. Bon, ça, sur la question sexuelle, je crois qu'on a commencé à avancer. Sur la question des banlieues ou des minorités, ou en général... Des communautés. Ou des communes. Mais là, c'est la question des banlieues qui est en jeu, c'est-à-dire la société, les zones défavorisées, etc. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre que les gens, que la pluralité, le pluralisme, la diversité des sociétés et des gens qui y habitent ne soient pas représentés et que ceux qui n'y habitent pas, comme l'a dit Macron, et voilà, vous invitez là ce soir deux mâles blancs pour réagir à cette question des deux mâles blancs. Mais vous savez, moi, ce week-end, j'étais à un débat à Toulouse dans une manifestation qui s'appelle l'Histoire à venir de jeunes historiens. Et il y a un très jeune et très grand déjà historien qui s'appelle Étienne Anaïm, qui a commencé en public en disant voilà, moi, parce qu'on c'était sur l'engagement des historiens. Alors, est-ce qu'on est objectif, est-ce qu'on n'est pas objectif comme intellectuel, etc. Il a dit moi, je ne vais pas me raconter l'histoire. Bien sûr, j'essaie d'approcher le maximum l'objectivité. Mais il a dit tout de suite, bien sûr, je parle d'où je parle. Donc, je suis un petit bourgeois, né à Paris, je suis blanc, je suis un mâle. Il l'a dit, c'était une évidence. Que sur ces questions... Et pourtant, ça a fait réagir parmi les socialistes. Je vous dis juste, Stéphane Le Foll sur LCP tout à l'heure, il y a une stratégie complètement nouvelle qui est de considérer qu'on va aller vers une logique très anglo-saxonne. Et on s'appuie sur les communautés pour pouvoir régler les problèmes des banlieues, ce qu'avait un peu fait Nicolas Sarkozy. Une logique anglo-saxonne. Écoutez, moi, je trouve que le président Macron dit beaucoup de choses intéressantes, notamment contre cette conférence. Mais là, je serais en complet désaccord avec Jean Birenbaum. Mais vraiment, c'est le contraire de la France. On peut dire que c'est le contraire de la France. Commencer à imaginer que ce soit pour le féminisme, comment ? Est-ce que ce ne sont pas... c'est un homme qui a donné le droit de vote aux femmes, c'est le général de Gaulle. Il n'avait pas besoin d'être une femme pour savoir qu'il fallait réparer cette injustice vis-à-vis des femmes. Et en ce qui concerne l'esclavage, c'est un blanc, Schellcher, qui a fait abolir l'esclavage. Donc vraiment, c'est... Pardon, mais alors là, je ne comprends pas. Alors comment est-ce qu'on peut quand on est... Notamment quand on est français, justement, le mérite de la France, c'est l'universalité. Mais de quelle France parlez-vous ? De quelle France parlez-vous, Jean-Marc ? Attendez, quelle France ? Je considère qu'il y a une France. Oui, mais elle est peut-être là la question. Et cette France, justement, il faut lire Romain Gary. Ce qui est formidable, c'est que cette France, elle est faite pour tous. Parce qu'elle est justement, elle permet d'accéder à l'universel. Et elle est faite pour l'universel. À partir du moment où on va faire des catégories, on va dire que seul un noir peut comprendre un noir, seul un jaune peut comprendre un jaune. Non, mais il y a un certain nombre de communautés qui vous diraient nous ne vivons pas dans la même France, monsieur Roy. Non, mais attendez. Mais ils ne vivent pas dans la même France. Nous ne vivons pas la même réalité, en tout cas. Non, mais parce qu'on ne leur a pas appris. C'est pour ça que je donnais l'exemple de Romain Gary. Romain Gary montre bien que lui, arrivant de Russie, fauché, n'ayant rien, il a acquis les valeurs de la France et il est devenu archi-français. Et il aurait vraiment été outré par cette phrase. Il était juif, il était d'une culture complètement différente, il venait de Russie, et il s'est complètement adapté parce qu'il a compris que c'était l'instrument extraordinaire de la France pour devenir universel. Je ne comprends pas du tout ce terme de communautarisme, vous l'avez vous-même utilisé, je ne vois pas le rapport avec le communautarisme, en fait. Je ne vois aucun rapport. Vous pensez qu'une femme qui est dans une salle et qui voit à la tribune 12 hommes parler du féminisme et qui dit ça aurait été bien qu'il y ait une femme à la tribune, pensez qu'elle est communautariste. Ça n'a aucun sens. Elle n'est pas communautariste. Si vous êtes noir et que vous voyez qu'à la télévision ou dans les journaux, voilà, on parlait de beaucoup de journaux, vous dites qu'il n'y a pas un noir, la question n'est pas de dire oui, l'universel, c'est pas l'universel. La question, bien sûr que moi je suis aussi attaché que vous à l'universalisme à la française, à l'universalisme républicain, aux Lumières. D'ailleurs, Macron a beaucoup parlé d'émancipation aussi en s'attachant à la question bien avant les Lumières. Bien avant les Lumières. Donc, mais la question de l'universalisme, c'est pas justement le discours que vous tenez aboutit souvent à nourrir le préjugé anti-universaliste qui est que l'universalisme en fait serait un particularisme blanc avec lequel je suis complètement d'accord, complètement en désaccord ce discours-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que
à un moment donné, une femme qui se révolte contre 12 hommes à la tribune et qui parle de féminisme, elle n'est pas dans le communautarisme et elle n'est pas anti-universaliste. Et quelqu'un qui est noir ou qui est d'origine maghrébine, etc. Qui parle de mâle blanc, d'homme blanc. Mais la question, c'est que là, il est juste en train de dire... Voilà, c'est pas la question de il faudrait être mâle pour comprendre les mâles, femme pour comprendre les femmes, noir pour comprendre les noirs, ou pour accorder, comme vous avez dit, des droits aux noirs. C'est juste que c'est quand même bizarre que ceux qui ont droit à la parole sur tous ces sujets-là, vous, ça vous choque pas, Jean-Marie Roire, quand vous voyez une tribune avec 10 hommes qui parlent du féminisme, mais pas un seul. Absolument pas. Moi, je me suis occupé de la prostitution. Les prostituées, franchement, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui s'en occupent, mais c'est pas pour ça que je considère que je trouve que c'est tout à fait normal qu'un homme compatisse, subisse les souffrances. Je voudrais juste qu'on avance un tout petit peu, pardonnez-moi, parce que vous avez parlé du mot émancipation. C'est effectivement un des mots qui a été très remarqué aussi dans le discours d'Emmanuel Macron hier. On va y revenir. On va d'abord juste écouter, parce qu'il l'a répété à peu près une quinzaine de fois. Nous devons ensemble de veiller à construire une politique d'émancipation. C'est une politique de l'émancipation et de la dignité. Et une politique d'émancipation, c'est que chacun puisse aller vers ce à quoi il aspire. C'est le cœur de la politique d'émancipation par l'école. Pour moi, c'est un instrument de rattrapage et d'émancipation indispensable, celui de l'émancipation par l'école et la réussite économique. La politique d'émancipation, qui en termes d'émancipation, l'émancipation, c'est l'accès à l'emploi. Je veux, sur les sujets d'émancipation et d'économie et d'éducation, une société de la mobilisation. Je veux que cette mobilisation, pour réussir ce travail d'émancipation, quand on parle d'émancipation, et donc cette politique d'émancipation qui est le deuxième axe fort, auquel je crois, c'est ça. Un montage signé Stéphane Amalian. Émancipation semble être le nouveau mot d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Non, mais ça, je le comprends très bien. Je comprends très bien ce qu'il veut dire. Mais d'abord, je voudrais dire qu'il parle un peu trop. Voilà. Je voudrais dire que c'est vrai que c'est dommage. Ce brillant intellectuel a tendance à s'exprimer un peu trop longuement. Vous savez, il devrait prendre modèle sur le général de Gaulle qui vraiment résumait sa pensée d'une façon très claire. À partir du moment où on parle trop, on risque d'être ambigu et on risque de prononcer des phrases comme celle des deux mâles blancs que je trouve vraiment un peu ridicule. Mais, si vous voulez, l'émancipation, je comprends très bien. Mais il faut le resituer dans le plan des banlieues. Je crois que c'était très bien, au fond, de renoncer à cette politique, de donner de l'argent aux banlieues et de mettre des bûches dans le feu qui ne servaient pas à grand-chose. Je crois que c'est intéressant d'arriver à cette idée qu'au fond, ce qu'il faut, c'est que les banlieues se reprennent en main, et les aider à se reprendre en main, et les aider à accéder, en effet, par l'entreprise, de mettre l'entreprise. Je trouve que c'est une bonne formule pour essayer de remettre à flot, en effet, mais il n'y a pas que les banlieues, hein. Il y a beaucoup de gens, vous savez, les enfants de vignerons, les enfants de paysans, sont dans une situation qui sont aussi, là aussi, il faudrait peut-être les aider à s'émanciper. Ce qu'on comprend aussi dans l'émancipation, peut-être, hein, vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est aussi l'idée qu'on sort un peu de la dépendance des aides de l'État et on prend son envol tout seul, on crée son entreprise. Est-ce que vous avez compris cela aussi, Jean Birnbaum? Je ne sais pas trop, c'est vrai que c'est très compliqué parce que tout dépend. S'il continue à faire cette politique dont beaucoup de gens disent qu'elle favorise essentiellement les riches ou les inégalités, c'est vrai que le rapport à l'émancipation a l'air d'être en toc ou hypocrite, comme vous parliez tout à l'heure de l'oral et d'un discours qui serait vide. Et en même temps, en utilisant ce mot et en le martelant, le mot émancipation, c'est un mot qui vient quelque part cliver la gauche, en tout cas, qui vient prendre un mot emblématique d'un certain libéralisme politique, au sens politique du terme, c'est-à-dire c'est les Lumières, c'est Kant, c'est qu'est-ce que les Lumières. Je vous ai apporté ce petit texte d'Emmanuel Kant qui s'appelait Qu'est-ce que les Lumières, qui est un grand manifeste pour l'émancipation. Les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. Sapere aude est le courage de te servir de ton propre entendement. On revient à la pédagogie aux élèves. Aie le courage de te servir de ton propre entendement, telle est la devise des Lumières. Donc, aie le courage de prendre effectivement les choses en main, de faire les choses. Mais l'émancipation, c'est aussi Karl Marx, quand il disait « l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes », qui est une citation que Jean-Marie Roire adore relancer régulièrement dans le débat public. Et c'est vrai que le mot émancipation, quelque part, c'est assez beau, parce que le mot émancipation, c'est un peu ce qui reste de l'Europe quand l'Europe n'est plus grand-chose, parce que c'est les Lumières, c'est le socialisme, c'est la pointe avancée d'un certain espace de civilisation politique qui est libéral, socialiste, etc. Et l'émancipation, c'est un mot très beau, très fort, mais qui est aujourd'hui largement vidé de sa substance. Et je vais vous demander une belle prouesse. Il nous reste moins d'une minute 30 pour que vous me parliez de Philippe Roth, qui a un décès qui a beaucoup touché les Français et le lectorat français qui semblait être très fidèle à Philippe Roth. D'ailleurs, comment on l'explique? Comment on l'explique? Moi, je crois que les Français, d'abord, aiment beaucoup les écrivains étrangers parce qu'ils les voient en dehors des idéologies, parce qu'en France, on est déchiré d'abord par les idéologies avant de voir un écrivain, et c'est un grand écrivain.
Sur la question du Nobel, je trouve que c'est une polémique ridicule, parce que le Nobel n'a pas été donné à Graham Greene, il n'a pas été donné à Paul Valéry, il n'a pas donné... Donc je ne crois pas qu'on puisse juger d'un écrivain qu'il ait eu le Nobel ou qu'il n'ait pas eu. Je crois que le jugement sur un écrivain, c'est extrêmement difficile. Bien sûr, c'est un grand écrivain qui disparaît, c'est toujours triste. Jean Birnbaum. Mais moi, je voulais vous montrer, vous savez, on a fait 3 pages dans Le Monde aujourd'hui. Donc, ces 3 pages, on a beaucoup travaillé, on y a mis du cœur, parce qu'effectivement, nous aussi, on aime beaucoup, on a toujours beaucoup aimé, beaucoup soutenu Philippe Roth. On a commencé par la pédagogie tout à l'heure. Je crois que vous savez, il y a un de ses livres, Philippe Roth, qui s'appelle Professeur de désir. Et on a parlé de l'oralité, on a parlé d'ironie, on a parlé de rap. C'est-à-dire que quelque part, je pense que Philippe Roth, que ce soit les chroniques intimistes, que ce soit les tragédies politiques, que ce soit aussi tous les livres extrêmement ironiques et drôles, c'était quelqu'un qui était dans la vie, qui avait un talent immense pour explorer l'âme humaine, et aussi dans il est sorti en Pléiade, il est rentré dans la Pléiade, c'était ses œuvres de jeunesse et c'est ses œuvres les plus drôles. Et c'est ça qui est intéressant, vous savez, moi j'aime bien dire que par exemple, on parle souvent de tir de barrage dans le vocabulaire de la guerre. Il y a aussi un rire de barrage, et qui est un rire justement d'émancipation, c'est-à-dire un rire qui vient repousser l'avancée de l'ennemi, et cet ennemi, c'est la bêtise, c'est la médiocrité, c'est la tristesse. Et bien, chez Philippe Roth, qui est ce grand professeur de désir, il y a un rire de barrage qui nous émancipe justement. Et un dossier spécial à lire dans Le Monde. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Je rappelle rapidement les titres de vos livres respectifs. Un silence religieux, la gauche face au djihadisme, signé Jean Birnbaum, et La vérité sur la comtesse Berdaïev, signé Jean-Marie Roire. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous allons recevoir Dominique Rousseau, le professeur de droit constitutionnel, va analyser pour nous les 2 autres volets de cette réforme des institutions présentée ce matin au Conseil des ministres. Loi organique, loi ordinaire. Cela fait des mois qu'on vous en parle sur Public Sénat. Ça va commencer à devenir très concret. On y revient en détail juste après ce sujet de Marie Brémaux. Réforme des institutions, acte 2. Avec au menu du Conseil des ministres ce matin, les 2 projets de loi, l'un organique, l'autre ordinaire. Principales mesures présentées, l'instauration de 15% de proportionnel aux législatives, la limitation à 3 mandats successifs, la réduction de 30% du nombre de parlementaires, soit 404 députés au lieu de 577 et 244 sénateurs au lieu de 348. Le projet de loi organique prévoit que le Sénat sera renouvelé intégralement en septembre 2021 afin de faire porter la réduction du nombre de sénateurs simultanément sur les 2 séries. Oui, mais voilà, cela réduirait de 2 ans le mandat de la moitié des sénateurs, et c'est une nouvelle ligne rouge pour les élus de la Haute Assemblée, qui bataillent également pour que soit inscrit dans la Constitution l'ancrage départemental des parlementaires. Mais le ministre de l'Intérieur s'est montré confiant quant à un consensus entre le pouvoir exécutif et le Sénat. Je ne doute pas que dans l'intérêt de notre pays, on puisse effectivement parvenir dans les semaines et dans les mois qui viennent à un accord. Le président de la République devrait lui-même donner l'exemple en défendant sa réforme début juillet devant les parlementaires à l'occasion d'un congrès à Versailles. On va aller plus loin avec notre invité dans cet entretien du jour, Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à la Sorbonne. Merci d'être avec nous. D'abord, cette baisse de 30% du nombre de parlementaires, on sait que l'opinion est pour, parce qu'elle pense que ça va faire des économies, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et droite et gauche craignent de voir émerger des parlementaires hors sol, parce que les circonscriptions seraient trop grandes. Que faut-il en penser ? Écoutez, hors sol, non. Un parlementaire, un député notamment, ne représente pas le sol, il représente la nation. Le mandat est représentatif, les élus sont élus dans une circonscription, ils ne sont pas l'élu de la circonscription. Le député représente la nation tout entière. Et je crois qu'un parlement avec 400 députés et 244 sénateurs, donc 648 à peu près parlementaires, est un parlement resserré, donc un Parlement plus efficace. C'est un peu comme on dit, il faut diviser les classes pour que les classes soient plus efficaces. Et bien là, on réduit le nombre de parlementaires. On va donc avoir un Parlement beaucoup plus efficace.
Et les circonscriptions vont être redécoupées pour tenir compte de l'évolution démographique des circonscriptions. Donc il y aura au moins un député par département. Le projet le Oui, le et ça c'est le prévoit. Sénat qui l'a obtenu, absolument. Le projet le prévoit. Donc il y a des éléments de consensus pour aller vers l'acceptation, je crois, d'une réforme dont vous disiez qu'elle est effectivement acceptée par l'opinion. L'autre mesure, 15% des députés qui seraient élus à la proportionnelle, ça représente 61 députés. Si on applique la règle à l'Assemblée élue en juin dernier, ça profite très logiquement au Front National. Et Christian Jacob, président du groupe LR Assemblée, pointe un risque d'instabilité. Non. Souvenez-vous, en 1986, le scrutin était la proportionnelle intégrale. Il n'y avait plus de scrutin majoritaire, c'était la proportionnelle intégrale. Et il y a eu une majorité à l'Assemblée nationale, une majorité de droite, avec Jacques Chirac qui est devenu Premier ministre. Donc la proportionnelle ne conduit pas mécaniquement à l'instabilité ministérielle. Regardez en Allemagne, il y a le scrutin proportionnel mixé au scrutin majoritaire et depuis 14 ans, Angela Merkel gouverne sans qu'il y ait eu crise ministérielle. Tout dépend de la modalité de la représentation proportionnelle. On dit représentation proportionnelle, mais tout dépend des modalités. Là, 15%. De mon point de vue, c'est pas suffisant. Est-ce que ça ne crée pas deux types de députés, deux classes de députés? Est-ce que c'est même constitutionnel? C'est constitutionnel. Il y a déjà deux types de sénateurs, pour vous suivre. Il y a des sénateurs qui sont déjà élus à la proportionnelle et des sénateurs qui sont élus au scrutin majoritaire. Et jamais le Conseil constitutionnel n'a considéré que ces deux modes d'élection différents des sénateurs étaient contraires au principe d'égalité. Globalement, si on résume la tonalité de cette réforme, la majorité veut des débats parlementaires, vous l'avez dit, plus courts, plus efficaces, plus cadrés. Est-ce qu'elle insinue pas, tout de même, que jusqu'ici, les parlementaires ont manqué d'efficacité? Mais les parlementaires ont manqué peut-être, c'est vous qui le dites, ont manqué peut-être d'efficacité. C'est la question que pose cette réforme. Absolument. Ils ont peut-être manqué d'efficacité. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2017, il y avait le fameux cumul des mandats. Et que les députés et les sénateurs étaient davantage dans leur mairie, dans leur département, dans leur région, qu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Là, on va avoir des députés qui ne seront que députés, qui seront resserrés, donc ils pourront avoir un travail beaucoup plus efficace. Vous l'avez dit, ça ne va pas se traduire par une diminution du budget, ce qui veut dire que... C'est pas prévu, ce qui veut dire que les moyens qui seront mis à la disposition des parlementaires vont évidemment augmenter, et donc on aura un Parlement plus resserré, donc plus efficace. Est-ce que ça suppose plus profondément un changement du rôle du Parlement? Oui, je pense que ça suppose un changement du rôle du Parlement, ou plus exactement, ça va imposer de revenir à la fonction première du Parlement. On a tendance à considérer aujourd'hui que le Parlement, sa fonction première, c'est de voter la loi. Non. Historiquement, la fonction première du Parlement, c'est de contrôler le gouvernement. On parle du Royaume-Uni comme étant la mère du Parlement. Au Royaume-Uni, historiquement, le premier rôle, la première fonction du Parlement a été de contrôler l'action. Et là, on va avoir, si la réforme entre en application et si elle se déroule conformément à ce qui est prévu, on va avoir une augmentation, une montée en puissance de la fonction de contrôle. Par exemple, désormais, les ministres devront, au printemps, chaque ministre devra, au printemps, venir présenter aux parlementaires l'exécution de leur budget qui aura été voté au mois d'octobre ou novembre. Il y aura donc un contrôle du Parlement, quasiment en continu, sur l'exécution du budget. Alors, le temps de vote du budget est diminué et il est compensé par l'augmentation du temps de contrôle de l'exécution du budget. On retrouve donc, pas insuffisamment, mais on retrouve donc, si vous voulez, une meilleure articulation entre la fonction de voter la loi et la fonction de contrôler le gouvernement. Un dernier mot, Dominique Rousseau. On a longtemps parlé de ce spectre du référendum qui planait au-dessus de cette triple réforme des institutions et en particulier de ces deux volets. Là, ça ne suppose pas de changement de la Constitution, donc a priori pas de référendum en vue? Pas de référendum en vue. L'article 11 prévoit que l'on peut faire un référendum sur les lois organiques et les lois ordinaires, pas sur les lois constitutionnelles. Les lois constitutionnelles, c'est l'article 89. Mais les lois organiques et les lois ordinaires, il y a toujours une ouverture possible pour un référendum. Donc il est encore possible ce référendum? Donc uniquement Dans sur quel cas?
Sur les lois organiques et sur les lois ordinaires, on peut organiser un référendum sur la base de l'article 11. On se demande un peu parfois pourquoi Emmanuel Macron est parti sur cette réforme qui a pris tellement de temps et tellement d'énergie pour finalement assez peu d'intérêt politique. Assez peu d'intérêt politique, là je ne vous suivrai pas. Je pense que, mine de rien, si vous me prêtez cette expression, la réforme qui vient, qu'elle soit constitutionnelle, organique ou ordinaire, c'est certainement pas une révolution, dans la mesure où on ne change pas la structure. Le président sera toujours élu par le peuple, etc. Mais elle accroît le pouvoir de l'exécutif ? Mais non, il accroît le pouvoir, par exemple, du Conseil supérieur de la magistrature, de l'indépendance de la justice. Il accroît le pouvoir des citoyens par la création de cette chambre de la participation citoyenne que le Conseil d'État souhaiterait renommer chambre de la société civile. Il essaie de trouver un équilibre entre la forme sociale de la démocratie, les fameuses lois Larcher de 2007, la forme sociale de la démocratie, la forme parlementaire de la démocratie et la forme citoyenne de la démocratie. Donc cette réforme n'est pas une révolution, bien sûr, mais ce n'est pas non plus un gadget, parce que ce qu'elle propose peut modifier le fonctionnement de nos institutions. Et on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Philippe Bas, sénateur LR de la Manche, président de la Commission des lois. Bonne soirée, restez au cœur du débat.